Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la culture entreprise en action. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Bi-Harmoniste, expert en développement harmonieux des entreprises depuis 2012. Cette semaine, je reçois Stella Walter qui est VP People chez Luco. Après un parcours impressionnant, Stella a rejoint Luco pour les aider à accomplir leur mission, réinventer la protection des foyers européens. Et pour ça, il faut grandir. Dans cet épisode, Stella nous partage sa méthode pour scaler sans perdre son âme, et ça vaut le détour. Bonne écoute à tous. Bonjour Stella. Salut Vincent. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va bien. C'est ton premier podcast, je crois. C'est mon premier podcast, exactement, ouais. Et alors, donc, ça fait quoi ? Bah écoute, baptême de l'air, je suis pas trop stressée, ce qui est peut-être un problème d'ailleurs. Je Non, dire c'est beaucoup de non, conneries. c'est plutôt bien, c'est encore mieux. Bon bah parfait, alors c'est encore mieux. Ça marche. Bah écoute, en tout cas, merci parce que tu nous accueilles du coup chez Luco, tu joues à domicile. Ouais. Tu t'es fait le premier podcast, autant le faire à domicile, effectivement, c'est mieux. Exactement, ouais. Et puis c'est assez marrant parce qu'on est dans une salle où il y a littéralement encore les restes de tous vos workshops culture de Luco. Ouais, c'est un peu alors je sais pas si le bon mot c'est vestiges, mais ouais, en fait c'est les traces visibles de tous nos moments de travail de groupe, ce qui est plutôt rigolo. Et ouais, on n'a jamais voulu vraiment les supprimer. Et c'est marrant de revenir là, ouais, d'ailleurs, parce que je vois des trucs que j'avais pas vu depuis un petit moment. C'est rigolo. Ok, génial. Et bah écoute, surtout je trouve ça assez sympa que vous les ayez laissés, parce qu'en général c'est des trucs tu prends 3 photos et ensuite ça part, quoi. Ouais. Ouais. Bon, sauf quand ça dépend. Des fois j'ai des clients qui me les font recopier sur des slides un par un. Ouais, nous, c'est pas les meilleures expériences, mais bon. on l'a gardé comme ça, et puis après, tu vois, on en a fait plein de trucs, des formats un peu plus aboutis, mais ouais, je trouve que c'est sympa de pouvoir garder un peu l'atmosphère du moment et tout, surtout maintenant, là, avec le Covid et bah oui, tu m'étonnes. Ces moments existent un petit peu moins, donc, ouais, on a moins l'habitude de poster réussi à les faire malgré le Covid, quoi. Ouais, alors on les a fait, on a fait ce moment-là qui était un entre-deux vagues, maintenant, je pense qu'on peut dire. Ouais, c'est vrai. Donc, on commence à avoir plus de deux, je pense que c'est ça. un entre deux vagues entre la première et la deuxième, donc c'est un peu bizarre parce qu'on était tous masqués. Ok. Mais néanmoins, c'était un moment où, tu vois, il y avait quand même des temps collectifs, donc ça nous paraissait déjà un peu triste à l'époque d'être tous masqués. En fait, c'était génial, on était tous ensemble. Et puis en fait, on a refait des moments, des temps collectifs, mais complètement en remote depuis. En se disant bon bah de toute façon va bien falloir qu'à un moment donné on recrée ces moments. Bah oui, et pas t'arrêter, quoi. Ouais, et donc ça fait peur d'organiser des moments collectifs avec 50, 60 puis 100 personnes tous ensemble, mais allons-y, quoi. Et en fait c'était plutôt sympa, donc trop bien. Ouais. Alors écoute, du coup, pour ton premier podcast, on va forcément t'obliger à te plier à l'exercice un peu traditionnel du début. Est-ce que tu peux te présenter, Stella? Ouais, bien sûr. Alors, me présenter. Donc, moi, je suis Stella. Je suis donc VP People chez Luco, et je suis chez Luco depuis maintenant une grosse année, puisque je suis arrivée en janvier 2020. Donc, j'y arrivée juste au moment de la série A, en fait, on venait de lever la série A. Et puis avant ça, moi je suis un pur produit RH. Ça fait 12 ans maintenant que je fais que des RH. Et j'en ai fait dans différents types d'environnements. J'en ai fait plutôt dans des grands groupes quand j'ai commencé, plus plutôt dans des environnements très corpo, très holding. Donc, voilà, j'ai bossé chez L'Oréal, Areva, Total, etc. Donc c'est hyper intéressant, mais très très corporate, tout ce que tu peux imaginer derrière. Ouais, j'ai connu cet environnement aussi. Donc, voilà. Donc short story long, big corpo, et puis après j'ai bossé en ce qu'on appelle c'est un peu buzzword maintenant, mais en scale-up, j'ai eu assez de chance pour vivre showroomprivé.com, faire l'avant et après IPO. Okay, ouais, c'était en tout point dingue en tant que RH. Tu m'étonnes. Ouais. Ce qu'on appelle, je pense, c'est la quintessence de l'hypercroissance. Recruter 500 personnes par an, on a eu à peu près tous les cas d'école possibles, et on a fait un milliard de conneries évidemment, mais c'était fou. Et puis après j'ai bossé, donc il y avait cette volonté, je fais un peu ma décroissance perso, j'ai bossé dans des boîtes de plus en plus petites, ouais. Donc plutôt après de la start-up série A, série B, et après un peu malgré moi, pour le coup vraiment appétence perso, je me suis un peu spécialisée en boîte D2C, donc plutôt en consumer. Ok. Donc tu vois, j'ai bossé chez Dream, Bando connecté, en tant que people, et puis ensuite j'ai même bossé en VC, donc en fonds d'investissement. Chez Utopia, c'est ça? Ouais, exactement. Ça s'appelait déjà Utopia à l'époque, parce que pour moi c'est assez récent. Alors c'est assez récent. Moi je suis arrivée juste au moment du split. En fait c'était Otium Capital historiquement qui a splitté. Donc t'avais une partie, donc t'as toujours une partie qui est toute l'équipe
notamment de Pierre et Bruno, donc qui ont splitté sur First et qui font plutôt de la startup. Alors c'est un peu caricatural, mais plutôt B2B, tout par extension, plutôt de la startup SaaS et techno. Et de l'autre côté, t'as donc l'équipe dont moi avec laquelle j'étais, qui est l'équipe de Topia, qui fait du D2C et beaucoup de DNVB en l'occurrence. Okay. Et donc c'est du seed pré-seed, donc c'est très très early par définition. C'est hyper intéressant parce que c'est les moments où tu vas où chaque personne a de l'importance. Donc moi je recrutais notamment alors parfois voilà l'équipe des first employees à parfois co-founders, parce qu'il nous arrivait de trouver des co-founders pour des projets. Et puis c'est vraiment après du très très early, donc du design d'organisation, du coaching des premiers employés, etc. Donc c'est hyper intéressant. C'est hyper sympa. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais. Et donc moi j'ai fait ça, et puis ça c'était juste avant d'arriver chez Luco. Et pourquoi être parti dans le bain avec et donc dans une start-up après un VC, j'avais envie d'impact et j'avais envie de remettre un peu de repartir un peu au combat, je dois admettre. C'est sympa d'accompagner les gens à faire, mais c'est sympa de faire soi-même aussi. Ouais. Donc voilà, et donc grosse due deal à l'époque, gros choix de tomber sur la pépite, la belle boîte et la boîte avec laquelle j'allais me sentir vraiment alignée et du coup voilà quoi, tout simplement. Et du coup t'arrives au moment de la série A, puis une série B un an après, ça grandit très vite et du coup finalement c'est un très bon choix quoi. Ouais, et en tout point, tu vois, enfin je veux dire, je pense qu'on a tous cette volonté de tomber, en tout cas je pense qu'on est nombreux à vouloir tomber sur un next big things, tu vois. Et donc forcément t'as toujours ce truc de te dire, est-ce que quand t'arrives early, est-ce que j'arrive sur une boîte qui a du potentiel, de scale, etc. Mais t'as raison, et c'est toujours un pari, parce que finalement donc tu vas regarder un peu les signaux faibles, tu vas regarder les metrics, c'est early, tu vas beaucoup parler aux founders, et d'autant plus quand t'es RH. Bien sûr. Tu vas devoir t'assurer que t'es aligné avec les valeurs, qu'il y a un bon niveau d'ambition, qu'il y a un peu les jalons d'une LC company, tu vois. Et donc moi j'ai fait ça à l'époque, et puis après il y avait l'enjeu du fit et puis du commitment par rapport au projet, tu vois, fallait que ça me parle aussi. Ça te parle, effectivement. Et en fait quand tu croises toutes ces conditions là, il y a plus grand chose qui reste au milieu. Il y a 1 milliard de startups sur le marché, t'es là, ok, il y a du job, il y a beaucoup de boulot dans l'environnement tech, c'est évident, mais quand tu croises tout ça, voilà, c'est beaucoup plus sélectif, et donc c'est à l'époque ce que j'ai fait. Je suis tombée sur Luco. Ok, trop bien. Alors justement Luco, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est que Luco, parce que je pense que les gens connaissent plus ou moins en se disant c'est une assurance digitale, c'est une startup de l'assurance, etc. Ouais. Pourtant, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus que ça dans ce que vous offrez, ce que vous proposez. Je vais pas le spoiler, je te laisse le raconter. Bien sûr, ouais. Donc, t'as raison de dire qu'on est une insurtech. On est avant tout une insurtech. Mais on est une insurtech avec, donc spécialisée déjà sur une verticale qui est celle du foyer, donc de l'assurance habitation, en l'occurrence de la maison. Mais on n'est pas juste, en effet, une insurtech, puisqu'on a une vraie volonté, une vraie vision autour de la protection du foyer. Ce qui est vraiment notre mission long terme. Ouais. Et depuis le début, parce que c'est vraiment par là qu'on est arrivé vers l'assurance et pas l'inverse. Et donc il y a vraiment cette volonté de pénétrer les foyers et de s'inscrire un peu dans la durée avec tous nos utilisateurs pour vraiment accompagner et puis protéger les foyers. Et donc on le fait à travers cette assurance habitation, évidemment, donc qui est digitale, donc qui est plus facile d'usage, qui est plus simple, qui est plus protectrice, et sur laquelle tu as vraiment une logique de confiance. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de rétablir, parce que c'est une industrie où parfois il y a c'est assez intéressant comme moins de confiance. On va pouvoir en discuter, je pense. Ouais, avec plaisir. Ouais. Et je trouve que c'est un peu le corps, la core proposition de valeur. Bien sûr, cette assurance, elle est plus simple, elle est plus facile d'usage, etc. Mais je pense que la core value, c'est la confiance qui est rétablie dans le modèle. Et puis après, donc évidemment, on fait ça, mais on fait pas que ça. On propose des services, donc toute une batterie de services autour de la maison. Donc Dr House, qu'on a lancé il y a pas très longtemps. Voilà, tout le réseau des artisans, etc. Donc et c'est venu par là, c'est ça? Et c'est venu par là, Luco, en fait, au départ. En fait Luco, la jeunesse de Luco, c'est ça, c'est les deux cofondateurs. Ouais. C'est Benoît, c'est ça. Ouais, Benoît et Ben Eraf. Et Benoît qui travaillait sur des
réseaux connectés pour l'électricité, je crois. Ouais, comme ça. exactement. Et on est un peu loin de mon cœur d'expertise, mais en gros, c'est venu par là de faire un boîtier, quoi. Exactement. Et finalement, c'est devenu une InsurTech. Exactement. Et en fait, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on développe des services et et t'as raison de le dire, on développe des devices, au sein du foyer. Et donc, ce sont des devices de protection. Donc, t'as cité effectivement celui sur l'accompagnement sur la consommation d'énergie. Il y en a d'autres, sur lesquels on travaille et qui sont encore, en phase de R&D, etc., sur lesquels on avance bien. Et à chaque fois, l'objectif, c'est d'intervenir avant et de pas juste être en réactif, mais de protéger les foyers. Et donc de créer un peu cette logique de cocon pour les gens. Et donc en effet, pour repartir sur la genèse et répondre à ta question, en fait Ben et Raph se sont rencontrés à l'époque et se sont lancés sur ce projet qui était de travailler sur des capteurs effectivement pour mesurer et traquer la consommation d'électricité. Et en fait à la base ils avaient ce projet-là et puis assez vite je pense qu'ils ont été confrontés aux limites du D2C consumer, logique du modèle. C'est très dur. Quand tu fabriques du device pour le vendre au début, tu le fais avec tes mains, ils t'ont un peu de matos, en fait il faut beaucoup d'argent très vite. C'est ça. Et c'est très compliqué, c'est pas les métriques pour et puis t'as pas beaucoup t'as pas énormément de VC sur la place spécialisés en hardware consumer, c'est des modèles qui ont pas encore forcément complètement prouvé leur, enfin voilà. Pour plein de raisons, c'était compliqué, et donc assez vite ils se sont dit OK, on peut aller chercher en B2B, on va aller chercher les assurances, et on va leur vendre ce type de device, parce qu'on va les aider justement à aider leurs clients à protéger leur foyer, puis surtout assez vite, suite de l'histoire, c'est qu'assez vite ils se sont retrouvés confrontés aux limites du modèle, la non-digitalisation justement de ces assurances, le fait qu'il y avait des cycles très longs de décisions, etc., qu'il n'y avait pas une réelle volonté finalement de s'inscrire dans la protection versus un côté un peu plus réactif, et donc ils ont été ils sont pris un peu une claque. Ok. Et ça leur a donné envie d'attaquer ce marché par ce bout-là. Et parce que finalement Luco est devenu assureur. Et du coup, Luco est devenu assureur, exactement. Je crois que vous êtes deux InsurTech à avoir fait ça en France, t'as Alan et du coup Luco. Ouais. Ce qui est quand même assez incroyable quand on sait tout le process que ça demande pour avoir un agrément, quoi. Ouais. Alors en fait, on est pour être précis, on est MGA, ce qui est encore, mais c'est là on rentre dans une considération assez technique, mais MGA en fait, c'est en effet avoir une certaine brique, si tu veux, de l'assureur, mais pas encore la totalité. Donc ouais, en effet. Juste, ça veut dire quoi MGA pour les gens qui écoutent? Alors MGA, j'ai plus la terminologie exacte parce que là on rentre dans une considération assez technique, mais en fait tu as en fait la logique de courtage, tu as la logique de MGA et tu as la logique d'assurant en tant que tel pleinement, et derrière tu as encore des réassureurs, donc c'est des dimensions un peu complexes, mais le MGA il va avoir, si je te la fais assez simple et un peu schématique comme moi on me l'a fait, il va avoir une partie si tu veux en gestion, il va avoir une partie en gestion des sinistres, et puis il va y avoir une partie qui va être confiée à des assureurs plus gros derrière. Donc c'est un peu un entre-deux, si tu veux. Je crois que c'est anglo-saxon à la base, et sans vouloir te dire probablement UK à la base, la notion de MGA. Voilà. Puis t'inquiète pas, c'est pas un podcast sur la régulation d'assurance. J'espère, parce que sinon je vais chercher notre VP Actuary qui est sûrement la bonne personne. Il pourrait mettre une bonne claque. J'ai bossé là-dedans pendant longtemps en plus. On y reviendra. Ouais, je faisais du conseil pour les assureurs justement. D'accord. Et du coup, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et tu me dis justement remettre la confiance dans l'assurance, même sans avoir bossé dans l'assurance. En ce moment, je pense que si tu lis un peu les infos, les restaurateurs qui veulent se faire indemniser, tralala, c'est un vrai sujet. Je crois que Raphaël a beaucoup écrit sur le conflit d'intérêts qu'il y a dans l'assurance, le lien que ça fait avec la mission de Luco. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça justement? C'est quoi votre mission et votre vision du coup de ce marché-là au moment où vous arrivez, quoi? Ouais, bien sûr. Là pour le coup, et Raph, tu dis Raph a beaucoup écrit dessus, et c'est vrai. En fait, c'est quasi philosophique, et c'est clairement la proposition de valeur et la volonté de réinventer un peu le modèle. C'est vrai que quand tu regardes le modèle de l'assurance classique, il y a clairement un conflit d'intérêts. Tu prends l'argent, mais t'es content. Enfin, c'est le business model inversé. Tu prends tout l'argent et après tu le rends à un moment donné, mais bon. Exactement. Et du coup, ce qui fait que c'est vrai que quand toi, j'imagine, et c'est ton cas, et je pense que c'est le cas de la plupart des gens, en fait, quand tu regardes ton assurance habitation, déjà souvent parfois tu sais même pas ce que c'est, parce que tu l'as pris il y a X années et tu regardes plus. Je te demande de citer quel est ton... Je suis pas encore client Luco. Ça c'est un problème. C'est un problème. Non, je sais. En plus, j'y pense régulièrement, mais
Pour moi, le pain, c'est comment je résilie mon assurance et du coup, j'ai pas envie d'aller voir. Alors, ça, c'est un deuxième truc qu'on fait, mais je t'en parlerai plus tard. Voilà, on en parlera au micro. C'est un deuxième truc qu'on fait. Mais c'est vrai que, concrètement, tu l'apprends parce qu'il faut l'apprendre et après, tu veux surtout pas en entendre parler, quoi. Exactement. Donc, c'est obligatoire. Donc, t'y vas, mais finalement, fondamentalement, t'y vas un peu à reculons. Tu prends ton assurance, souvent, tu la prends au moment où alors, parfois, tu la prends quand tu commences à avoir quand t'apprends ton premier appart et puis parfois, tu la prends aussi quand tu fais ton premier achat. Et donc tu la prends un peu par défaut, tu prends l'assurance parfois de ta banque, etc. Donc c'est pas un choix hyper fort. Et puis après, finalement, tu veux en entendre parler le moins possible parce que le jour où t'en entends parler, c'est que t'as un problème. T'as un problème, quoi. Et puis tu sais, t'as un peu ce truc de ce biais de te dire de toute façon je vais pas être couvert, donc ça m'intéresse pas. Mais et puis quand voilà. tu décroches le téléphone pour appeler ton assureur, t'es dégoûté. Ah mais tu prends 3 grandes respirations avant et tu sais pas ce qui va t'arriver. Et quoi. déjà tu sais pas s'il va répondre et puis quand il répond machin. Et puis donc combien de temps et puis la petite musique d'attente et puis bon. Ouais, c'est ça. Et donc je pense qu'on est un peu de toute façon on est un peu une génération de phobiques administratifs et puis je pense qu'on a raison en fait. Mais puis je pense qu'on a raison de l'être en fait. Je pense que c'est un peu quelque part c'est un peu une alors oui, lancer ce type de modèle, c'est une réponse au fait qu'il y a des nouvelles attentes de la nouvelle génération, mais en fait, quelque part, c'est un peu un devoir. Je veux dire, c'est pas normal de devoir payer à chaque fois qu'on souscrit à un service et qu'on veut actionner ce service. Donc c'est un peu l'enjeu. Et en fait, la partie un peu la dimension un peu philosophique et le vrai un peu la promesse un peu cœur là-dedans, elle est vraiment sur le give back. Okay. Et donc le give back c'est quoi? C'est donc ce que tu décrivais sur le conflit d'intérêts. Donc aujourd'hui ton assureur il va vouloir récupérer in fine un peu le plus possible et il va venir se servir sur tout ce qu'il a pas finalement indemnisé à l'issue de potentiels sinistres. Donc il a pas vraiment d'intérêt finalement ton assureur à te rembourser en fait finalement si on la joue un peu caricaturale. Nous pour éviter ça et pour que la promesse soit clean, on a en fait splitté si tu veux en deux je dirais deux pools. Donc c'est 30-70, il y a 30% de nos revenus qui sont dédiés à faire tourner la machine, donc aux frais de fonctionnement, à nous payer les employés, à faire en sorte que finalement le modèle il soit viable tout simplement. Et après il y a 70% qui est une espèce de pot commun en fait qui permet de rembourser en cas de sinistre nos usagers, nos utilisateurs. Et donc finalement c'est là que par exemple toi demain t'as un sinistre et donc t'as besoin et tu vas aller actionner donc te faire rembourser sur je sais pas tel ou tel sinistre et donc ça c'est dans les 70%. Et donc ce qui se passe souvent c'est que pas toujours mais souvent à la fin entre ceux qui ont eu des sinistres ceux qui n'ont pas eu de sinistre etc. puisqu'il y a une cotisation il y a toujours un petit peu de gras. Un assureur classique il va venir récupérer et ça va être de la marge supplémentaire et donc il va récupérer ce petit peu de gras. Nous ce qu'on fait c'est que en fait on communique de manière très transparente sur ok c'est combien ce gras et en fait on va venir le rétribuer on va venir l'offrir à des associations. Donc on en a 4 aujourd'hui sur le give back. Ils sont choisis par tes assurés. Et donc exactement et donc nous on en propose 4 et puis après c'est chaque assuré qui doit faire le choix de son assurance et de combien en gros laquelle il souhaite sponsoriser si tu veux. Donc voilà. Et donc c'est hyper cool parce que ça fait plusieurs années de suite que finalement on fait bénéficier plusieurs assos du give back et c'est hyper chouette. Et ce qu'on veut c'est en fait la target pour tous nos employés et toutes les équipes et puis je pense par ricochet nos utilisateurs c'est de faire bénéficier le plus possible le plus d'assos. Donc t'as moins d'intérêt du coup en tant que client finalement de venir tu vois t'as moins l'envie en fait de dire à ton assurance de dire ok bon elle est énorme cette assurance de toute façon elle veut m'avoir donc je vais rajouter je vais pas dire que on m'a volé juste ça mais je vais rajouter le Mac et puis je vais dire qu'on m'a cassé ma fenêtre. Tu penses que ça baisse tout ce qui va être fraude et tout derrière? De fait ouais en fait parce que t'as cette relation de confiance elle fait que tu prends l'argent dans la poche d'une asso qui fait des choses bien plutôt que dans les poches d'un mastodonte quoi. Exactement, si t'as plus le sentiment qu'en face on va entre guillemets te la faire à l'envers tu vois t'as moins d'intérêt et donc ça recrée en fait cette relation de confiance et de partenaire quelque part qui est là quand t'as un coup de pépin et pas juste qui va te la faire à l'envers quand t'es en galère. Donc en fait c'est un peu ça et puis après toute cette logique de protéger et donc d'anticiper les sinistres, c'est tout ce sur quoi on travaille finalement. La sinistralité c'est un peu le truc clé pour un assureur dans tous les cas quoi. Exactement et donc l'enjeu c'est d'anticiper ça et de faire en sorte que en fait le sinistre il arrive vraiment le moins possible et que quand il arrive on soit le plus accompagnant possible si tu veux. Alors, premier, après, j'arrête de te torturer avec des trucs techniques d'assurance. Mais du coup, je me pose la question, ce give back, je crois que je connais personne d'autre qui le fait, ce truc-là, ou pas qui le communique dessus. Ouais. J'ai pas une vision complètement exhaustive non plus du marché, mais j'ai pas l'impression. Et,
fait, tu vois, naïvement, j'aurais tendance à me dire, si les autres le font pas, c'est qu'il y a une raison, cet argent, il sert à quelque chose. Les assureurs, en général, ils le placent, mais les assureurs sont aujourd'hui plus des financiers que des gens qui s'occupent de gérer des sinistres, hein. Et, ils ont énormément de gestion de patrimoine, des trucs comme ça. Et je pense que leur machine tourne un peu là-dessus aussi, quoi. Pour que la machine soit rentable, etc. En termes de modèle économique, du coup, comment toi t'intègres le fait de entre guillemets, te priver d'une partie de l'argent qui pourrait servir à Luco, quoi. Bah, tu sais, enfin, c'est 30%, ils suffisent, quoi. En fait, la énorme, machine c'est bien designé, parce que, ouais. fondamentalement, les 30%, ils suffisent, et puis, bah, enfin, c'est aussi pour ça qu'on a des partenaires, je dirais, et qu'on lève des fonds. C'est aussi pour être capable de pérenniser ce modèle et de pas être, tu vois, trop short term par rapport à ça. Après, et pour le coup, là, je peux pas te parler de ce que je ne connais pas, donc je peux pas te parler des modèles des grosses assurances, des gros majors assurances, mais je pense que il y a pas grand monde qui écoute fondamentalement avec ça, si tu m'entends. Et donc mais je pense que ces boîtes là fondamentalement se portent non pas bien mais très très bien, et donc pourraient largement, tu vois, sinon en France il y a le plus d'argent, hein, c'est ça et donc après c'est un peu cette logique de le voir, en fait c'est un peu le but sous-jacent de la question, si tu veux, c'est de se rendre compte qu'en fait tout cet argent, genre, t'en as pas forcément besoin, et tu peux faire des trucs avec, et si vous le faites, vous êtes pas en train de couler parce que vous le faites, quoi. Non, on n'est pas en train de couler, et en fait, ça fonctionne, et en fait, je pense que c'est un peu je pense que c'est un peu la mouvance que prennent les boîtes aujourd'hui, et cette volonté d'avoir un business qui est peut-être moins short term, qui s'intègre mieux dans je dirais la société d'aujourd'hui, et donc qui est peut-être moins rémunérateur à très court terme, mais qui en fait est plus pérenne, donc fonctionne mieux. Et ça va avec qui on est, ça va avec la logique du B Corp, ça va avec on va en parler, ouais. Et donc c'est je pense que c'est important, et je vois de plus en plus de boîtes qui redistribuent. Et la question en plus, c'est pas forcément combien tu redistribues, parce que il y a des boîtes toujours portent toujours plus ou moins bien financièrement, c'est pas voilà, le but c'est pas de mettre en difficulté. D'ailleurs, par ricochet, si on se mettait en difficulté pour faire ça aurait plus de sens, puisqu'on a aussi des employés, on a aussi une équipe, et on a un modèle économique à faire vivre, mais en tout cas tant que ça remet pas en question la pérennité de la boîte, et qu'au contraire c'est un levier, tu vois, parce qu'aujourd'hui pour nous c'est clairement un levier, ça a du sens, quoi. Ça c'est génial, parce que il y a toujours cette notion impact croissance. Exactement. Et comme tu le dis, il y a de plus en plus de boîtes qui reversent. Ouais. Là je pense par exemple à Phoenix, parce qu'on a reçu Jean Moreau ici, et que eux je crois qu'ils reversent 50% de leur bénéfice à des assos à la fin, c'est dans leur statut, etc. J'espère que tu pas de bêtises, parce que c'est un petit moment que j'ai fait ça. Mais tu vois, Jean, si tu nous entends. Voilà, si Jean nous écoute encore. Mais tu vois, c'est des choses qu'on voit nativement dans des boîtes de l'ESS. Bon, enfin, faut le dire vite, parce que c'est un gros truc, l'ESS. Mais pas forcément dans un truc insurtech, hyper croissance, tralala, quoi. Bah, en fait, ça c'est un truc, c'est intéressant que tu dis ça, et je trouve ça chouette qu'on en parle, parce que c'est un peu, moi c'est une partie de ce qui m'a fait venir chez Luco, et je pense que c'est un peu la subtilité de la culture chez nous, on n'est pas une ESS, c'est vrai. On n'a pas vocation à l'être, et en fait on est et sans vouloir, je veux dire, tomber dans un truc qui soit caricatural et de créer, tu vois, un peu une dichotomie ESS, mais en tout cas, on fait aucun compromis sur la croissance. On est un modèle et on a une boîte, et c'est clairement l'ADN et des founders et de chaque employé de la boîte. Il y a un fort niveau d'ambition. On est dans une boîte où finalement il y a t'es sur un modèle où il y a peu de barrières à l'entrée, donc en fait faut aller vite, faut taper fort, et c'est aussi pour ça qu'on a des investisseurs derrière qui nous accompagnent, c'est parce que il y a un enjeu de construire quelque chose de gros. T'as un marché, quoi. Ouais, exactement, et le projet il est fort et il est ambitieux, et en même temps tout ça vit avec cette logique d'impact, le fait d'avoir été très tôt B Corp, parce que c'est arrivé très tôt, et en fait c'est un peu une manière de se dire on peut faire du business. Et on peut créer une licorne, et on peut créer une boîte qui est ambitieuse, sans jamais compromettre avec tu vois, ces logiques de croissance, etc., mais sans jamais compromettre non plus avec cette logique d'impact et de le faire bien, tu vois. Donc et c'est un peu une manière de je pense que une manière de le faire tôt, c'était un peu une manière de s'engager là-dessus, et comme le fait des statuts, etc., c'est une manière de se créer ses propres contraintes pour jamais dévier, quoi. Et en même temps c'est tout bénef. Et en même temps, c'est tout bénef, ouais. C'est ça qui est génial, c'est que c'est pas ça peut être vu parfois comme une plaie, un peu, c'est un truc béant qui saigne de l'argent, et on se dit bon, mais c'est pour l'impact. En fait, c'est pas le cas, enfin, tu vois, dans ce que tu me dis. Pas du tout. En fait, ça a une vraie incidence. Alors, je sais pas si c'est du nudge ou quoi, mais tu vois, la fraude, rien que ça, enfin, si tu vas vendre ça aux assureurs en disant ça va vous réduire la fraude.
faut être content, parce qu'aujourd'hui, ils dépensent des milliers, des millions dans des outils anti-fraude, machin, etc. Et puis, ça donne pas grand-chose, quoi. Ouais. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux et ça draine le modèle. Ça va aussi, je veux dire, venir alimenter, évidemment, enfin, ça, c'est vertueux pour nos clients, pour tous nos, enfin voilà, tous les clients de Luco. Et puis, en fait, c'est vertueux aussi pour nos employés, parce que finalement, quand t'es toutes les équipes, quand tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu bosses. Et c'est important, en fait, ça soude vraiment toutes les équipes autour de ce projet qui est hyper fort. Il y a une fierté, quoi. Ouais, il y a une vraie fierté, et en fait, on sait pourquoi on est là, donc c'est important. Donc pour nous, c'est vraiment, c'est une de nos plus grosses forces, et c'est vraiment un cercle vertueux, quoi. C'est vrai que, tu vois, une de mes questions pour avancer un peu sur ce sujet-là de l'attractivité. Donc, comme je te disais, dans une autre vie, j'étais consultant pour des gros groupes d'assurance. Ouais. Et bon, c'est des gens très bien, j'ai des super clients, etc. Tu vois, c'est pas le sujet. On les juge pas. Mais non, aucunement. Puis encore une fois, t'as la boîte et les gens dedans, tu vois, c'est toujours pareil. Mais je serais pas forcément allé y bosser, quoi. Ou alors pour très peu d'entre eux. Ouais. Et de manière générale, l'assurance, c'est pas vraiment le premier secteur dans lequel tu vas. Non. Quand tu sors d'école, quand t'es jeune, même que t'as 3-4 ans d'expérience, enfin, à part, les gens que je connais qui font ça, qui me disent ça, c'est éventuellement si tu veux un poste tranquille pour quelques années. Exact. Et t'es bien, t'as plein de vacances, etc., quoi. Pour autant, tu vois, Luco, je le mettrais pas dans le même panier. Je dis pas ça parce que je suis devant toi. On a envie d'aller bosser, quoi. Il y a une vraie, il y a un côté complètement différent, une image complètement différente qui s'en dégage. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce que tu rends cool le secteur de l'assurance, quoi? Ouais, comment est-ce que tu rends cool le secteur de l'assurance? Alors, ouais, pour le coup... T'as 4 heures, il y a un plan en deux parties. Ouais, alors, j'écoute, c'est parti. Thèse, antithèse, synthèse. Exactement. Non, mais en fait, je pense que c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est vrai que c'est clairement pas l'industrie la plus sexy du monde. Et tu vois, au même titre que, je sais pas... La paye, c'est pas l'industrie le plus sexy du monde, et Payfit en a fait un peu cool, et Alan et consorts et tout, mais c'est clairement, et je pense que ce qui donne envie aux gens qui rejoignent ce type de boîte, et évidemment Luco, c'est justement d'arriver sur un sujet qui est poussiéreux à foison, tu vois, une espèce de old industry, avec des usages qui sont pas du tout optimisés, pas du tout optimales, tu vois, et d'avoir envie de réinventer un peu une industrie, tu vois. Donc ça, clairement, c'est le challenge quand même, ouais. Je pense que c'est un peu, ouais, et clairement le challenge est là, donc et puis ça paraît énorme, tu vois, t'as l'impression que c'est une énorme montagne, et en même temps t'arrives à faire un peu bouger le truc, donc c'est fou. Et donc clairement, on a des profils chez nous qui sont des profils très entrepreneurs, et puis qui ont hyper envie de faire bouger les choses à leur niveau, et donc qui ont envie de dépoussiérer une industrie qui est poussiéreuse. Je te disais, on parlait du côté du côté impact, et le fait que ce soit complètement part de la culture, et que ce soit hyper fort. Ça, c'est un truc qui je pense aussi rassemble pas mal, et c'est aussi quelque chose qui peut faire dropper, hein. On a des gens, ça arrive chaque semaine, on a des candidats, des profils, des gens avec qui on échange qui sont brillants, qui peuvent être excellents, etc. Et il y a un moment donné où s'il n'y a pas de commitment, ou si c'est quelque chose qui les drive pas, la mission de la boîte, etc. Okay. On drop, on drop mutuellement, mais ça arrive que ça se fasse pas. En tout cas, ceux avec qui ça se fait, on recrute. Après, je suis absolument pas, probablement, je suis très biaisée parce que mais je trouve qu'on recrute des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font, et donc soit des experts d'une industrie, soit en tout cas des très bons généralistes. Et donc on recrute des gens qui sont plutôt très smart, mais on recrute des gens qui sont très sains, très nice, très bienveillants, et c'est vraiment cette double culture qui, moi, m'avait d'ailleurs, quand je suis arrivée, hyper frappée et hyper étonnée. Je me dis, tiens, on peut être super ambitieux et sympa. C'est vrai, c'est pas mal. Et des fois, non, mais tu vois, des fois et en fait, je pense que c'est un peu de duo là, tu vois, ok, je vais aller dépoussiérer une industrie qui est chiante. Mais je peux me perdre dedans, quoi. C'est un projet complexe, et donc je pense qu'on recrute des gens qui ont envie de décortiquer du problème complexe, tu vois. Et je vais le faire sans mettre de côté toutes mes valeurs, et puis sans travailler pour, tu vois, une espèce de, alors, je vais pas cracher dessus, j'ai bossé pour, mais je vais pas aller bosser dans l'oil and gas ou chez Evil Corp, quoi. Voilà, exactement. Voilà, pour pas le nommer. Ou voilà, et donc je vais dans une industrie, et en même temps je la repense et je la réinvente bien, tu vois. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est un peu générationnel, qui est un peu les projets dans lesquels on a envie de s'inscrire, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est pas je veux dire, à la base, c'est pas un move opportuniste, c'est Raph et Ben, quoi. Je veux dire, c'est Raphaël, Benoît, qui eux-mêmes, je pense, avaient envie de créer ce projet-là.
et qui avait envie de le faire avec en ayant un impact en tout cas un impact le plus positif possible, et en tout cas en faisant le moins de dégâts possible. Et puis t'as envie de participer en fait à tout ce qui se passe en ce moment, et de le faire bien. Et c'est pas juste, tu vois, c'est pas juste pour parler de B Corp et tout ça, c'est pas juste sustainability, c'est pas juste environnemental, c'est plus global que ça, c'est social, c'est comment tu fonctionnes avec tes équipes, comment tu fonctionnes avec tes partenaires, comment est-ce que tu fonctionnes avec tes clients, c'est vraiment englobant. Et ouais, je pense que c'est ça qui est attractif et sexy et au final, maintenant, quoi. C'est la définition que nous on a de la culture, tu vois. Ouais. On y reviendra, mais souvent la culture pour les gens, c'est un sujet qui est exclusivement RH, voire très bien-être au travail, etc. Ouais. Dans les faits, comme tu le dis, c'est un truc qui est beaucoup plus englobant que ça. C'est effectivement, il y a tout ça, il y a tout ce côté, comment tu gères tes équipes, etc. Quel leadership tu mets, mais il y a aussi qu'est-ce que ça veut dire de toi par rapport à ton environnement extérieur, par rapport à ton impact, par rapport à ta relation avec tes clients, avec tes fournisseurs, etc. Et tout ça est cohérent, tu vois. Ouais. Et justement, c'est ce que je ressens beaucoup dans la manière dont tu me racontes, Luco, c'est qu'on fait du back and forth entre l'impact d'un côté, le service client, la mission, et tout ça s'articule dans un système de valeurs qui finalement est très cohérent, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Mais c'est vrai, et tu disais, c'est pas mal de monde ou pas mal de boîtes où considèrent que c'est un sujet RH. En fait, je crois que c'est presque tout sauf, souvent déjà, c'est un peu l'émanation des fondateurs, je trouve. Et c'est très, oui, c'est un peu territorialiste, mais je trouve que c'est beaucoup, au début, c'est beaucoup les founders quand c'est très early. Qu'est-ce que tu mets toi et tes valeurs personnelles et ta mission personnelle dans ce truc auquel tu vas juste dédier ta vie? Exactement. En tout cas, pendant un certain nombre d'années, où tu vas accepter de manger des pâtes pendant un certain nombre de mois aussi, parce que, ça marche pas forcément tout de suite quand tu lances un business. C'est ça. Complètement. Et tu peux pas le faire. En tout cas, moi, je sais pas le faire. Juste parce que là, je peux acheter un truc et le revendre plus cher avec une marge, quoi. C'est clair. Donc, c'est clair. Forcément, oui, quand t'as des boîtes comme ça qui ont vocation à scaler, etc. Ouais. Oui, ça émane énormément des fondateurs, jusqu'à un certain point où, du coup, t'as d'autres gens qui vont arriver. Ouais. Et ce truc va peut-être un peu se recomposer. Et peut-être que du coup les fondateurs vont prendre une nouvelle posture, etc. Et t'as des gens qui racontent d'ailleurs qu'ils voient un peu leur boîte leur échapper. Ouais. Et justement, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à travailler sur leur culture, quoi. Ah, bien sûr, c'est ce qu'on a vécu, je pense, et c'est, en fait, c'est très systémique ce que tu décris, et c'est bien de le décrire de manière très systémique. C'est pour ça que on l'a un peu vécu l'année dernière, et que tu vois le truc arriver, tu te dis ok, c'est en tant que people personne, tu te dis ok, c'est le moment, tu vois, tu sors. Du coup, c'est passé quoi pour que tu dises ok, c'est le moment? En fait, t'as pas mal décrit les signaux faibles, c'est-à-dire que t'as un peu des temps de boîte, je pense. C'est au début, c'est très territorial, et c'est beaucoup les fondateurs, et en fait la boîte c'est eux, en fait. Donc ça leur ressemble, et c'est un peu l'émanation de ce qu'ils projettent, et en fait quelque part c'est la culture, elle était Scamney-Raph et Scamney-Ben, et ça créait un bel équilibre, tu vois. Sauf que ça a fonctionné jusqu'à ce que moi quand je suis arrivée, il y avait une 30aine de personnes, et ça fonctionnait bien, sauf que en 6 mois on était 50. Ouais. Et donc t'avais toujours donc les first employees qui étaient finalement qui avaient designé à l'époque, qui avaient fait un premier design qui avait écrit ce que c'était que la culture et que les valeurs Luco. Mais finalement il fallait un peu que le nouveau on appelle ça les Lucum, alors c'est je vais l'utiliser, faudra ça se prononce Lucum, du coup. Ah, c'est les Lucum, bien sûr. Okay, ouais. Non, c'est pas les Lucum, c'est les Lucum. Les Lucum, voilà, parce que du coup là, comment ça se prononce? Ouais. Voilà, non, si ta langue rip, ça. Voilà, je faisais des blagues sur les Lucum dans vos vidéos là, justement pour annoncer que c'était 100, etc. Ouais. On aime bien utiliser plein d'extensions de noms, Lucas, c'est parfois un peu absurde, mais ça nous fait beaucoup rire, c'est une manière de se détendre, mais ouais, donc en fait on avait nos employés, donc la team, les Lucum, mais en fait on était 50, et non seulement on s'est retrouvés en claquement de doigts à 50 personnes, mais en plus en plein Covid, ce qui fait que ces 50 personnes, elles finalement elles étaient je dirais à un moment donné un peu une somme d'individus. Je me rappelle, tu débarques vraiment là-dedans, quoi. Ouais. T'arrives en 2019, vous levez 20, vous relevez 50 un an après, et là, attention, il y a le Covid, et tu passes à 50 et maintenant à 100. Donc ouais, c'est drôle. Et en plus c'est drôle parce que j'arrive avec, et je dois l'admettre, j'arrive avec, une approche très systémique, parce que forcément quand t'as vu plusieurs boîtes et que tu finis par un peu retrouver un peu alors donc j'arrive et puis je dis non mais c'est normal, les oldies vont un peu flipper, on va recruter parfois les managers des managers, il va falloir réengager tout le monde, il va falloir retravailler en effet les valeurs, la culture, donc tout est un peu, tout est un peu systémique. Showroom avant, quoi, c'est ça? Ouais, showroom où t'as fait plein de trucs, t'as vécu l'hypercroissance, donc t'as vécu 100 fois le process, le VC où finalement tu fais finalement tu modélises des trucs
trucs qui sont toujours un peu les mêmes problématiques, les mêmes contraintes dans les mêmes boîtes. Donc comme t'as connu ça, tu t'arrives avec un peu des convictions et tu te dis ok, c'est normal les mecs, vous inquiétez pas. Et après t'as le Covid qui arrive et là tu dis en fait là je sais plus. Ça j'ai jamais fait. Ça j'ai jamais eu, donc comment qu'on fait? Et donc c'est un peu ce qui s'est passé et donc oui, il y avait ce côté de, il y avait ces signaux faibles très systémiques, tu vois, on passe de 0, de 30 à 100. Qu'est-ce qui se passe? Au moment des 50, on va commencer à structurer des process et puis on va reparler un peu de la culture et puis ensuite on va commencer à intégrer un petit peu de management de la perf, mais pas trop parce que donc on va d'abord le faire collectivement et puis après on va. Donc t'as tous tes schémas en tête et puis en fait tu te retrouves dans un truc où tout le monde se retrouve à distance un peu du jour au lendemain. Dans une boîte où alors il y a un truc qui est fort et qui est un peu moi le projet la raison un peu le truc pour lequel on s'est un peu tapé dans la main, on s'est un peu checké avec Raph et Ben sur le projet à la base. Clairement, il y avait cette volonté et quelque part le Covid nous a rendu service. On a souvent dit. On avait cette volonté, on avait déjà commencé à créer cette boîte beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus plateforme, tu vois. Avec nous on a toujours cru très fort au remote. Ouais. Alors pas au full remote, en tout cas pas au remote first, pas au fait de plus avoir de bureau parce qu'on croit vraiment à la vertu d'avoir un bureau et de se rassembler, mais au fait que chacun doit pouvoir choisir le setup, l'organisation dans laquelle elles se sont travaillées efficacement et puis dans laquelle elle arrive à orchestrer sa vie pro, sa vie perso, etc. Par exemple, chez Luco, on te compte pas tes heures et on te dit pas que tu prends ton après-midi si tu pars avant 19h. Non, alors non seulement on te dit pas ça, mais surtout on a créé un peu le format. Enfin, on s'est pas juste contenté de pas le dire. On a créé le format de boîte pour que ça fonctionne. Donc c'est à la base c'est très philosophique. C'est créer l'organisation la plus rigoureuse, smart, intelligente possible. Donc avec le maximum de process, d'outils, de knowledge à l'intérieur, le maximum d'accès à l'information possible pour que chacun puisse travailler de n'importe où et avoir le maximum de flexibilité, d'ownership, de responsabilité possible. Évidemment, avant le Covid, on disait ça, mais on était 30. Ouais. On était un peu tous dans le même bureau et puis les gens faisaient tu un peu de télétravail, etc. C'était épisodique, on foutait un peu la paix aux gens, mais tout le monde s'organisait, mais il y avait pas encore cette organisation un peu plus structurée, plus plateforme. Et puis ensuite et puis tout le monde trouvait à peu près son compte et puis Covid est arrivé, on s'est tous retrouvés à la maison et là on s'est dit ok. On y est, c'est le moment où il va falloir accélérer et prendre le pas et continuer à travailler cette organisation. Ça a pas été finalement si difficile que ça parce qu'on a commencé déjà à avoir les tools, les outils, on travaillait beaucoup sur un peu comme pas mal de startups mais de manière assez décentralisée, etc. On traquait pas mal le knowledge, on écrit beaucoup, on bosse beaucoup en asynchrone, etc. Hyper important pour bosser en remote. Ce qui est clé pour bosser en remote et je pense que c'est ce qui a fait la différence pour les boîtes à ce moment-là. Il n'empêche qu'on s'est retrouvé à intégrer les 2/3 de la boîte et onboarder à distance. Il n'empêche qu'on s'est retrouvé à avoir des gens qui se sentaient plus ou moins bien au quotidien, à tester 1 milliard de trucs évidemment. Donc l'épisode sur la culture c'était plutôt du côté des succès et ça en fait partie. On a retravaillé tous ces éléments de culture et je pense que c'était un bon moment pour le faire. Et clairement ça a réaligné un petit peu tout le monde, donc ça c'était hyper chouette. Et t'en sentais le besoin? Tu sentais que les gens se désalignaient ou que on avait des feedbacks de nos premiers employés, donc les 15 premiers qui nous disaient on a peur, on sent que la boîte change, on veut garder nos valeurs, on veut garder notre impact, le côté Bicorp, etc. Et je pense qu'il y avait peur que ce truc-là, avec la croissance et avec le fait d'accélérer, si tu veux. Ça se dilue dans une machine à cash, quoi. Exactement. Plus le fait de faire rentrer plein de monde et puis que tu vois, quelque part, peut-être ce truc, avec toute la bonne volonté du monde qu'on avait, se dilue, en fait. Tu vois, se dissout un peu, sous Covid, sous croissance, etc. Et en fait, c'était bien, tu vois, d'avoir, cette piqûre de rappel et quelque part, d'avoir les first employees qui étaient, qui un peu stand for it, tu vois, qui ont dit, ouais, c'est important. Et puis donc il y avait ce premier signal faible des anciens et puis il y avait ce signal faible de tous ces gens qui arrivaient dont on avait le sentiment qu'ils partageaient nos valeurs
Mais en même temps, tu les as vus 3 fois. Mais en même temps, tu les as vus 3 fois. En l'occurrence, c'est un petit peu plus. Enfin, on a des process un peu plus. On voit les gens 9 interlocuteurs pendant les process de recrutement. Ok, un vrai beau process. Donc en vrai, on est plutôt. Mais il n'empêche que bon, t'as onboardé des gens et puis t'as pas. Nous, quand on avait des gens en full remote qui venaient, on les faisait toujours venir 10 jours à 2 semaines dans nos bureaux et pour juste rencontrer les gens, prendre la température, du côté soft, tu vois. Bien sûr. Et ça, il y avait plus. Et donc en fait on avait un peu l'impression que c'était tout le monde était un peu dans le même bateau mais il y avait plus quoi, il y avait plus, tu savais plus qui tenait la rame, qui tenait qui était responsable de tendre la voile, etc. Donc c'était compliqué et je pense même là je parle en leur nom et peut-être, mais je pense même Raph et Ben avaient besoin de refaire cet exercice-là. On avait tous un peu besoin et en fait on s'est dit ok, comment on s'y prend, est-ce qu'on intègre tout le monde à la démarche ou pas, comment on traite ce truc. Je crois qu'on s'en était un peu parlé, mais on s'était même posé la question d'externaliser un peu le truc en se disant, la démarche, le process. On s'est dit, est-ce qu'on va chercher des spécialistes, des consultants qui vont nous aider à reprendre la culture, etc. Et puis en fait, on a un peu une culture du bootstrap chez nous, et un peu pragmatique de, ok. Il y a des problèmes complexes, mais on a la méthode pour l'attaquer. Donc je pense qu'on avait envie de le faire nous-mêmes. Et en fait, ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a organisé une journée et on a eu la chance de pouvoir le faire dans nos bureaux. Donc il y avait des gens en remote aussi, donc on avait des workshops à distance, mais la majorité des gens étaient dans les bureaux parisiens. Tous masqués et dans cette salle avec entre autres dans cette salle et dans d'autres, et en fait on a dit aux gens, c'est assez et ça nous ressemble pas mal, on n'a pas trop on a donné le cadre global, mais on a laissé les gens un peu s'auto-organiser par groupe et chacun prendre un peu sa place, et on leur a dit voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. Vous vous mettez par groupe, et on avait pour le coup on avait un peu proposé des groupes peu mélangés, etc. Pas tous les anciens d'un côté, tous les nouveaux de l'autre. Pas tous les anciens, pas tous les nouveaux, des nanas, des mecs, des plus jeunes, des plus vieux, etc. Un peu de tout quoi. Et puis pas par même équipe, parce que c'était aussi un moment de collectif quoi, tu vois. Et c'est aussi un moment où tu te rencontres. Il y a un peu une méta sur ce que tu disais avant, sur l'onboarding des gens, les faire se rencontrer, etc. Donc, et c'était clairement un moment de change et un moment de collectif. C'est ça qui est génial dans ces process-là, c'est qu'en général, t'as autant d'apprentissage dans le process que dans le résultat, quoi. Exactement. Et donc on se l'est dit à un moment donné, on s'est dit de toute façon, c'est ce qui est aussi important que l'outcome, c'est la démarche. Et donc les gens ont tous pris un peu leur rôle assez à cœur, et donc et ont collé plein de post-it, écrit plein de trucs, pris leur Notion, etc. Ouais, t'as tout devant là, avec des petites gommettes pour voter et tout. C'est ça. Et donc en fait, chacun a un peu de donner des réponses à ce qu'il imaginait être la boîte. Donc les questions, c'était ta réponse quand on te demande c'est quoi Luco, les 3 valeurs les plus importantes chez Luco, ce qui est hautement c'est intéressant, les comportements qui sont hautement valorisés chez Luco, et ceux qui sont hautement prohibited, donc hautement les lignes rouges, quoi. Voilà, exactement, les red flags, qu'est-ce qui est pas vraiment admis comme comportement chez Luco. Et chacun avait un peu sa vision qui est un peu descriptive, etc., mais qui en même temps intègre des trucs qui sont très personnels, tu vois. Et donc à la fin on avait 1 milliard de post-it, et tout le monde voit, et chacun est venu pitcher. Okay, chaque groupe est venu pitcher, c'est le moment où on est dans cette salle et chaque groupe pitch un peu son truc. Ce qui est hyper fort à ce moment-là, et ce qui est hyper intense, c'est que tu te rends compte qu'il y a des trucs très forts qui ressortent. La notion de ownership qui est ressortie à fond, la notion de flexibilité à fond, le côté ambition, exécution, tu vois, le fait d'aller vite, ça c'était fort, l'impact qui est ressorti à fond. Enfin voilà, des trucs assez puissants où tu te dis ok, on a un peu les core principles, les core values, et ensuite donc ensuite l'après-midi les gens sont venus reposter des petites gommettes, exactement comme tu disais, sur ce qui leur paraissait le plus fort. Et donc après cette journée-là, ce qu'on a fait, c'est que Raph et Ben, parce que c'est aussi eux, tu vois, qui finalement ont fait ce dernier travail de reprendre la synthèse, la formulation, et de shipper donc un autre format. Et donc on avait initialement 4 valeurs qui avaient été vraiment le travail préliminaire par les premiers Lucum. Elles sont toujours là.
Et elles sont toujours là, ouais. Elles sont toujours dedans. Elles ont été un peu remasterisées et maintenant c'est 7 Luco Principles. Donc c'est dans ton système, t'as pas les valeurs et les principes qui sont une déclinaison des valeurs. Non, c'est vraiment des principes. Exactement. D'accord. C'est 7 principes. Et donc tu vois, tu noteras que c'est 7. Donc on s'est posé la question. En fait, on s'est dit c'est ça. Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'il faut que les gens les connaissent par cœur? Est-ce qu'il faut, tu vois, un peu les... Et après on s'est dit mais en fait non, on s'en fout. Il faut que ça vive. C'est sûr qu'il les vive, ça, parce que j'allais te dire. Et en fait, on est un peu justement, c'est aussi une manière un peu de fermer la porte un peu, tu sais, aux valeurs un peu d'affichage. On a eu il y a eu une bonne dizaine d'années où ce qui était important, c'est que tout le monde connaisse par cœur les 4 valeurs de la boîte, etc. Et du coup, c'était un peu, c'était venait un peu galvaudé. Je me réfrène de faire la blague que je fais sur tous les épisodes où je dis qu'il faut pas mettre les valeurs sur les murs, ça sert à rien. Ouais, voilà. Et donc du coup, voilà, donc bon, on avait ce truc de se dire, voilà, on veut que ce soit très tangible. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on a décliné. Donc c'est Luco Principles. Et en fait, on les a diffusés à l'externe, mais en fait, ce qu'on n'a pas diffusé à l'externe parce que c'est plus dense, c'est en fait on a rattaché des comportements à tous ces Luco Principles, des actions et des comportements, et du coup ça donne de manière très tangible, et d'ailleurs c'est un truc qu'on a retravaillé après sur un format 100% à distance. On a demandé à chacun de trouver les comportements qui étaient en lien avec ces valeurs. Et donc en fait à chaque fois t'as un peu le code tu vois de bienséance et le code de comment ça fonctionne chez Luco. Et ok, c'est quoi un peu les garants, tu vois, les garde-fous et les actions fortes, les choses fortes qu'on fait pour que ça vive. Et donc je te donne différents exemples. Par exemple, on dit qu'on deeply care. Deeply care, voilà, aujourd'hui chez nous il y a du pro bono, donc on va donner, chaque employé peut donner une fois tous les 2 mois une journée, donc 6 jours par an à des associations. Donc on a des associations et donc on fait ce travail-là, mais ils peuvent aussi aller chercher des assos de leur choix, etc. Donc en fait, chacune des, je dirais chacun des principes, il est vraiment, je dirais, endorsé, il est vraiment, tu vois, poussé et vécu par des vraies actions concrètes. Et là, ce qu'on est en train de faire maintenant et ce qu'on a commencé à faire, c'est tout notre process ou nos people reviews, qui est un process qu'on a mis en place fin d'année dernière et qui est là, on vient d'en sortir pour mars. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'il y a une question qui est vraiment de quelle manière, donc c'est un peu 360, et donc chacun va évaluer ses peers, etc. Il y a un grand fantasme des consultants, ça. Hein. Ouais, on adore. Et en fait, franchement, pour le coup, c'est un truc qui est assez chouette. Nous, on voulait vraiment ça marche très bien si t'as la maturité de l'organisation pour le faire, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a fait que fin d'année, parce que il y a des moments, en effet, pour faire ces choses-là, et il y a des moments pour la perf collective et le côté plus aspirationnel, et il y a des moments pour mettre en place de la perf plus individualisée et des 360 entre autres. Là, en tout cas, on sentait que c'était le bon moment et on a commencé, et ce qu'on a intégré, qu'on n'avait pas fait lors de la première People Review, là, c'est de poser la question de en quoi ce Lucum, du coup, il porte les valeurs, un ou plusieurs principes, donc on doit aller se référer et aller regarder, et c'est hyper fort parce que ça permet du coup c'est des éléments objectivés avec absolument, ouais, des éléments objectivés. Un autre truc qu'on fait maintenant, c'est dans nos process de recrutement, donc tu m'en avais parlé un petit peu, on avait un cultural fit interview, et donc on travaille aujourd'hui on fait des entretiens semi-structurés, donc c'est la méthode avec laquelle on fonctionne, et donc on a évidemment on peut en sortir puisque c'est semi-structuré, mais on a des sets de questions, et on a des sets de questions pour chaque values. C'est qu'un podcast en fait, c'est semi-structuré quoi. C'est semi-structuré, exactement. Tu prépares, mais en fait tu parles pas du tout. C'est exactement la trame du podcast, c'est exactement ça, et c'est en quoi nous on croit pas, et moi à titre perso je crois beaucoup, donc c'est exactement ça, et en l'occurrence on s'assure que la personne fit avec les valeurs de la boîte, et donc en l'occurrence ça vient référer à l'ensemble de ces principes là. C'est hyper intéressant. Et en fait, si je pousse un peu le truc encore plus loin, là c'est génial, hein. C'est reçu, c'est vécu, c'est décliné en actions concrètes, mais en fait c'est quand même des actions que tu mets en place à un niveau, c'est un peu en top-down, même si c'est du 360, mais en tout cas tu prends des décisions pour l'ensemble de la boîte, etc. Ouais. Et du coup ma question c'est, est-ce que tu sens aussi, tu vois, si on est toujours dans une approche qui est assez systémique finalement, que ces principes-là, ils sont aidants dans le quotidien des Lucum, du coup, de leurs interactions dans leurs équipes, dans la manière dont ils résolvent chacun leurs problèmes. On a parlé d'ownership justement, tu vois. Ouais. Est-ce que tu sens que c'est un truc qui est même vécu et décliné, incarné à ce niveau-là, et que c'est utilisé, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est intéressant ce que tu dis. Je sais pas si c'est utilisé au sens où les Lucum se réfèrent aujourd'hui aux Luco Principles. Je pense qu'ils se réfèrent aux actions. C'est-à-dire, ils vont se référer aux comportements et aux actions qu'on a déclinées en dessous. Et en fait,
quelque part ils vivent un peu dans le quotidien, et c'est de manière très tangible. Tu vois, par exemple, je sais pas, quand on fait l'onboarding, on a une demi-journée qui est passée pour répondre au CS. Donc pour aller dans l'équipe CS, donc c'est la Customer Success Team. Okay, et donc c'est les personnes en fait qui répondent aux questions de nos clients ou futurs clients. Et donc chacun va passer une journée. En fait, on estime que n'importe qui dans l'équipe doit pouvoir en cas de rush ou peu importe être capable de faire du CS et de le faire correctement. Et donc c'est une de vos valeurs de départ, et c'est un nouveau principe maintenant, quoi. Exactement, qui est vraiment le customer experience et qui est vraiment s'il fallait je crois en garder qu'une, ce serait probablement celle-ci. Et donc c'est un truc qui en fait qui est je pense pas que les Lucum au quotidien ils passent toute leur journée sur les Luco Principles, c'est à se dire est-ce que ça m'aide à la décision, etc. C'est qu'ils travaillent un peu, tu vois. Mais sinon c'est horrible. Ou peut-être qu'on n'a pas encore réussi à créer le système, tu vois, un peu puissant d'aide à la décision, et peut-être que c'est ça le next step, mais en tout cas c'est pas forcément. Tu vois, justement, je sais pas si c'est un truc que tu décrètes et que tu crées, ou si c'est un truc qui est incorporé entre guillemets, tu vois. Moi, je crois beaucoup à ça. Mais moi aussi, c'est pour ça que je veux que si tu voulais m'amener à dire ça, c'est vraiment ça auquel je crois. Oh, je suis pas non plus dans de la manipulation par mes questions, voyons. Mais voilà, mais tu vois, justement, c'est ça qui est intéressant, tu vois, quand on parle de système et de trucs comme ça. Il y a effectivement les actions globales que tu mets en place, et il y a comment ça va impacter de manière intangible tous tes comportements. Et enfin, tu vois, on avait Kevin Duchier de Germinal, par exemple, là-dessus. Il nous disait, chez nous, la culture, c'est comment tu prends les décisions. C'est même plus quand le chef est pas là, parce qu'ils ont même plus de chef en fait, tu vois, ils se débrouillent plus ou moins comme ils peuvent. Et justement, la culture leur sert à ça. Ils sont pas en train de se demander est-ce que c'est bien cohérent avec le principe 4 alinéa 3. Exactement. Mais juste c'est un truc qui est vécu, qui est incorporé, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que tu vois, moi j'étais pas tu sais, il y a eu un moment donné une discussion sur mais est-ce que 7 c'est trop haut, et puis est-ce que les gens vont s'en souvenir, et j'étais là en fait juste on s'en fout. Est-ce que c'est bien pour toi en fait? Ouais, en fait est-ce que ça nous ressemble? Est-ce que c'est aidant? Est-ce que ça mappe bien qui on est? Et après en effet, tu vois, et après c'est les behaviors, les comportements associés et les actions associées. Là, il faut que ce soit très concret, très tangible, et que ça ruisselle. Et là où tu dis un truc je trouve que c'est important, c'est en fait toute ta stratégie people. Là, pour le coup, il faut que ce soit complètement intégré dans toutes les briques, quoi. Et donc, performance, on est en train de le faire, et il faut qu'on continue à bosser dessus. Le recrutement, il faut qu'on continue à bosser dessus. Et clairement, aujourd'hui, c'est un des steps du process, et il faut que demain, ce soit, tu vois, complètement intégré. Jusqu'à la REM, des choses comme ça, quoi. Mais c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme la notion d'impact, tu vois, dans une boîte. Et tu peux, au début, ce que tu fais, c'est que tu crées quelque part des moments, tu vois, tu crées des moments où t'arrives, ou des process, où tu crées des actions où t'as de l'impact. Tu te dis, ok, on va donner, je sais pas, on va donner 2 jours par mois, et donc ça, c'est l'impact chez nous. Et puis après, t'arrives à un moment de maturité, et nous, c'est ce qu'on travaille en ce moment, tu vois. Notamment pour, et pas que, mais en tout cas, c'est la target qu'on s'est fixée, pour fièrement aller chercher le renouvellement du label B Corp, et que ce soit vraiment quelque chose de, tu vois, de complètement tu vois, embrasser, tu vois. C'est en fait on veut plus avoir des actions à impact, on veut que toutes nos actions, quand elles sont définies, déterminées, elles intègrent le facteur impact. C'est de plus en plus impact by design, quoi. Ouais, exactement. Et exactement, et en fait c'est un peu le step d'après en termes de maturité, tu vois. Et puis c'est pas évident. Et c'est pas facile, mais tu vois, quelque part ça fait partie presque de le rendre systémique et de l'intégrer à tout le process de design et de décision. Donc c'est en même temps c'est hyper puissant, quoi. Quand ton organisation, elle se pose plus la question c'est plus des actions à impact dans une organisation, c'est ton organisation qui est complètement t'es un peu au-delà de trier le plastique et le verre, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Merci de l'avoir résumé, d'avoir résumé ma pensée en ces termes. C'est très bien imagé. Donc voilà. Donc et ça, c'est vraiment des moments de maturité. Enfin, c'est le step de maturité vers lequel on va. Ouais. Ok. C'est la target. Et tu vois, on parlait beaucoup enfin, c'est un peu notre formule chez Biharmoniste, la cohérence à 360 degrés. Ouais. Et tu vois, tout ce que tu m'as dit là, cet onboarding, ce process que vous avez fait, etc. Rendre les choses simples, trouver les outils pour que les équipes puissent faire elles-mêmes. Je sais pas si c'est un parallèle que vous faites ou pas, mais en tout cas, moi je vois un parallèle évident avec ce que vous faites avec vos clients. En fait, t'onboardes tes clients comme t'onboardes tes collaborateurs, vous avez la même volonté au final, tu vois, t'as un métier qui est d'être assureur, etc. Et vous avez un savoir-faire qui est de créer une expérience qui soit la plus simple et la plus efficace possible. Exactement. Et en fait, c'est dans ta culture, et c'est ce que tu mets en œuvre
pour tes clients, mais aussi pour tes collaborateurs. Exactement. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est complètement quand on dit qu'on est customer obsessed, en fait, c'est le customer pour nous, c'est pas juste le user de ton product. T'as tes clients internes aussi, quoi. C'est pas juste entre guillemets, juste ton assuré, évidemment, c'est le plus important parce que c'est in fine, c'est notre mission et notre raison d'être, ne serait-ce que business, mais aujourd'hui, je veux dire, nos équipes, quelque part, de toute façon, c'est simple, dans des boîtes comme les nôtres, des boîtes tech comme les nôtres, c'est la quasi absolue valeur de la boîte, elle tient sur les people. Ok. Et pas sur la tech. Et la tech, c'est quoi, tu vois? C'est hyper intéressant, ça. Ouais. Parce que c'est souvent un prisme qu'on a pu avoir, moins maintenant, je trouve, mais il y a quelques années, c'était la tech. Genre Facebook, ils sont bons parce qu'ils ont un algorithme, tu vois. Sauf que la tech, par définition, elle est complètement, puis elle est périssable, quoi. Je veux dire, à vitesse grand V. Donc si t'as pas les brains derrière, les cerveaux, et qui construisent ta tech et qui déconstruisent et qui créent finalement, le product, derrière, c'est les équipes, hein. Donc moi on sait à quel point la valeur auprès de nos investisseurs, la valeur, qu'elle soit tangible ou intangible, la valeur de la boîte, elle tient sur les équipes. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un métier passionnant et je pense important dans nos boîtes, quoi, parce que c'est la valeur absolue, quoi. Donc ouais, clairement. Ok. Donc du coup les boîtes qui se développent et qui mettent un RH au bout de 2500 ans à peu près, tu penses que c'est pas une très bonne idée, quoi? Ça existe encore? J'ai pas fait de benchmark exhaustif, mais en tout cas, c'est un truc qui revient souvent, quoi. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé souvent, t'as un cofondateur qui est RH, finance, opération, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Et c'est vrai que ça, t'as raison de le dire. En fait, moi, quand j'ai commencé à bosser en RH, le grand truc, c'était de dire, un peu la deadline, la target, c'était au bout de 100 employés, tu prends RH. En fait, RH... tard quand même, hein. Bah ouais, et en fait RH c'était super admin, super la paix, les c'était la paix, sortir les gens, gérer les galères, les problématiques social, etc. C'était compliance, quoi, avant tout. Donc ouais, alors, et l'enfer, en tout cas pas les trucs les plus séduisants dans la fonction, même si évidemment ils sont importants, nécessaires, mais oui, et donc c'est un peu l'enfer sur la perception de t'es un gestionnaire administratif glorifié, quoi. C'est exactement ça, mais ces people, il y a pas si loin que ça, quoi. Il y a peut-être 10 ans, c'est sûrement le cas encore dans plein de boîtes. Ouais, c'est le cas dans plein de boîtes, exactement. Et aujourd'hui, de plus en plus, alors après, on a parlé de 50 employés, c'est la target, et aujourd'hui, t'as des boîtes, et donc, du coup, on faisait partie, qui prennent des people à 30, parfois même 20 personnes. J'ai échangé avec un founder il y a 2 jours, et le mec, il est en train de réfléchir, et il me dit, quel type de profil je prends? Je veux quelqu'un, et on est 15. Ouais. Et je trouve que c'est hyper puissant parce que ces founders-là, ils ont compris la puissance et la valeur d'avoir quelqu'un qui est people dans la boîte. Et il y a un move qui est toujours la question qui est, est-ce que je prends quelqu'un de senior ou est-ce que je prends quelqu'un de plus junior? Et t'as de plus en plus de boîtes, et du coup c'était le cas aussi, qui ont entre guillemets recruté par le haut. Donc on recrutait, en l'occurrence, qui ont eu envie de recruter quelqu'un qui avait déjà fait le journée, mais qui allait justement structurer, etc. et challenger. Moi, le premier truc que Raphaël et Benoît m'ont dit quand ils sont arrivés, m'ont dit, mais en fait, on veut que tu nous coupes la parole et que tu nous dises que tout ce qu'on fait mal et que tu nous challenges et que tu nous rentres dedans. Et je pense que c'est vraiment le rôle du people en tant que partenaire, quoi. Donc ouais, je crois beaucoup au fait d'en faire entrer très tôt, et je pense que c'est jamais vraiment trop tôt. Parce que à chaque step, de ce que de 0 à 100, à chaque step, t'as des besoins people assez forts, quoi. Et la culture en étant... Ne serait-ce que de 0 à 100, il y a quand même déjà plusieurs steps là-dedans. Ouais. Et c'est quand même pas évident, quoi. Et alors, du coup, c'est, maintenant que vous êtes 100, vous avez fini ce process, donc, de travail sur vos valeurs, sur vos principes. Ouais. Fini. Ouais, c'est ce que j'allais dire, j'attendais. J'imagine que tu t'autorises à ce que ça réévolue et ça se réaffine, etc. Ouais. Mais du coup, non, t'as un peu de recul, genre 2 mois de recul. En fait, c'était quoi qui était le plus dur dans ce process? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment avec le recul ou pas? Ouais. Ce qui était le plus dur, c'était un peu la mue, avec 2 contraintes que moi j'avais pas forcément, qui pour le coup me sont tombées dessus et que j'avais pas appréhendées, tu vois, sur lesquelles j'avais pas d'expérience et j'avais pas de conviction. Évidemment le Covid, bon ça on en a parlé. Et un autre truc qui est
quand tu transformes une boîte, nous, je te dis, je t'en avais parlé, on a envie de fonctionner un peu en plateforme. Et l'année dernière, on a recruté beaucoup de personnes qui étaient pas dans nos locaux, donc en full remote, voilà, à Nantes, à Bordeaux, etc. Et ce qu'on a commencé à faire cette année, c'est de recruter beaucoup de profils à l'international. Et on l'avait déjà un petit peu initié l'année dernière, mais on a des non francophones aussi. Et c'est important pour nous d'être hyper inclusif et donc de recruter beaucoup de profils qui viennent de plein d'endroits différents et notamment qui partagent pas notre langue. Et d'ailleurs, t'as pas vocation à rester en France avec lui, quoi. Et d'ailleurs, on n'a pas du tout vocation à rester en France. Mais tu vois, évidemment, c'est un facilitateur et c'est une nécessité business d'être le plus vite possible internationalisé, ne serait-ce que et avant tout, côté people, soit finalement, projette ça et que donc, tu puisses déjà avoir de l'information en anglais, être capable c'est toujours un moment important, celui où la boîte française, franco-française, intègre des noms français et c'est toujours compliqué culturellement. D'ailleurs, tous vos post-it sont en anglais. Ouais, et en fait, tout notre contenu est en anglais, et en fait, mais ça, je t'en parlais, mais c'est ce qui a été, je crois, la mue la plus compliquée. Tu m'étonnes. Parce qu'en fait, on est passé d'une boîte où il y avait ce truc-là fort dès le début, porté par Raph, Ben et les équipes, mais quand t'es 30 dans le même bureau, et plutôt encore franco-français, etc., on est français, hein. À un moment donné, on parle français. Tu vas pas te parler anglais entre français, c'est toujours ridicule, quoi. Et c'est ridicule. Et en même temps, moi, tu vois, alors, à l'époque, je trouvais ça ridicule, mais chez L'Oréal, on parlait toujours anglais, et même quand, parfois, il y avait que des français dans la, C'est vrai? Et alors, à l'époque, je trouvais ça absolument ridicule. Ah, j'ai du mal, hein. Et maintenant, je comprends le côté, je comprends le principe de rigueur et ce qu'il y a derrière. Et en maintenant, quand t'as une personne qui est pas francophone dans la pièce, tu vois, t'as ce côté-là de devoir être inclusif aussi, quoi. Exactement. On a tous déjà vécu ça et c'est pas un truc si à évident, l'étranger où t'as une personne qui parle pas français, t'es avec tous tes potes, t'es en soirée, t'as la flemme, quoi. Et voilà, et on est français, donc on a la flemme. Et moi, c'est ce que je répète à chaque fois en onboarding et tout le temps, je leur dis, en fait, on est français, donc par définition, on est lazy, on n'a pas envie. Maintenant, non, faisons-nous du mal. C'est pas cliché. Et en fait, j'aime bien faire un peu de cliché des fois. mais en fait, je leur dis, en fait, si vous avez parlé anglais, parce que si vous avez quelqu'un qui est dans votre deuxième cercle, c'est-à-dire que vous êtes tous à table, et il y a quelqu'un qui est en train de se faire cuire un œuf, et vous avez l'impression que cette personne n'est pas dans votre conversation, si vous parlez français, elle sera jamais dans votre conversation. Si vous parlez anglais, vous lui donnez une opportunité d'arriver dans le premier cercle de conversation. Et donc ça, c'est valable, je dirais en termes de c'est tout bête, hein. C'est le fait d'engager les gens, de créer une cohésion, un collectif, etc. Mais il y a presque il y a un enjeu qui est beaucoup plus business, qui est comment est-ce que le plus tôt possible tu crées une plateforme, une boîte qui est capable d'aller à l'international. Comment est-ce que tu t'ouvres un pool de talents qui est infini versus franco-français, et ça c'est un truc qui est hyper important pour nous. C'est une notion de diversité aussi. Et comment tu diversifies et tu rends inclusif, quoi. Enfin, je connais pas vos critères de sélection, mais j'imagine que vous recrutez quand même de manière assez classique dans les grandes écoles et enfin, en fait, tu peux vite créer un entre-soi, quoi. Exactement, ouais. Alors, on est comme tout le monde, hein. On a des biais, je veux dire, jamais personne a dit dans cette boîte qu'il fallait recruter dans les grandes écoles et que c'était une nécessité. Et pour le coup, j'ai jamais entendu, tu vois, j'ai jamais entendu ça. C'est bon à savoir, hein, ça. J'ai jamais entendu, il faut quelqu'un qui vienne d'HEC, etc. Je pense que t'as beaucoup de gens qui s'autocensurent de postuler dans des boîtes comme Luco ou d'autres boîtes parce que souvent ils ont pas fait HEC sec. Complètement. Mais tu vas voir que Raphaël, il a fait HEC entrepreneur. Du coup, tu dis, si moi j'ai pas fait HEC, ça va pas, quoi. Exactement. Ouais. Et donc ça, c'est un peu la limite du modèle, c'est-à-dire que on l'a jamais dit, je pense qu'on l'a jamais pensé, mais l'être humain étant forcément biaisé, et puis nous, on a, quand même, nos deux fondeurs ont fait l'IX et HEC, donc forcément, il y a quand même un petit peu de, il y a, je pense que tu renvoies quelque chose potentiellement aux personnes qui ont envie de postuler, et en fait, c'est aussi pour ça qu'on s'est tenu à faire des scorecards, à avoir des process de recrutement qui sont exigeants et qui sont longs, mais quelque part qui sont inclusifs au maximum. On a encore des progrès à faire, hein, parce que, je veux dire, c'est l'excellence, il faut essayer de capable de qualifier ce que c'est l'excellence et de sortir de c'est pas juste l'excellence pour un HEC, c'est l'excellence tout court. Ouais. Mais en tout cas, de pas compromettre l'excellence, mais d'ouvrir et donc ça c'est important, c'est hyper fort. Et tu vois, on a fait des trucs bêtes, par exemple, c'est pas bête du tout d'ailleurs, mais par exemple pour toutes nos équipes tech, assez tôt, on a mis en place un QCM qui dure un quart d'heure tout au début du process, qui est le premier truc qu'on envoie, qui est l'espèce de socle de base de compétences. Et en fait, on l'envoie à quasiment, je dirais que là où on l'aura envoyé à 20 ou 30% des profils,
on l'envoie à, je sais pas, j'ai pas les datas, mais tu vois, quasiment tous les profils. En tout cas, on sélectionne de manière beaucoup plus large. Et c'est une manière de dire, créons-nous des bonnes surprises. Surtout pour les devs. Exactement. Et de pas discriminer, de recruter sur les écoles pour les devs. Bon, pour le coup, ça on n'a jamais fait. Sens, quoi. Mais tu peux quand même avoir ce truc de, ok, je recrute pas sur la school, mais je recrute sur le background et les belles boîtes avant. Ouais. Et c'est un peu, nous, on n'a pas trop le piège de la top school pour les techs, on l'a pas. Mais on peut toujours avoir le biais, on est tous humains d'avoir le biais de, c'est une belle boîte, donc il a eu des belles, tu vois. Bien sûr. Et en fait, c'est parfois et souvent vrai, sauf que ça veut pas dire qu'il faut pas ouvrir la porte à des profils qui ont une extra value et qui ont pas vécu ces boîtes. Le fait d'aller à l'international va t'obliger à faire ça. Exactement. Parce qu'en fait, autant tu connais très bien le classement des grandes écoles en France, autant si je prends des talents tchèques, si tu veux, moi je suis pas obligé de te dire quelles sont les bonnes écoles. Alors on a fait ça quand même, on a mappé les belles écoles internationales. mais indépendamment de ça, ouais, c'est une vraie volonté et on croit beaucoup à ça. Et donc en fait cette logique de pour revenir à ta question initiale qui était avec quoi on a galéré l'année dernière. Moi j'ai galéré, que je me suis retrouvée parfois un peu démunie. C'est ok, comment est-ce que tu fais pour vivre tout ce change, donc tout ce qu'on a décrit qui pour le coup est pas évident mais systémique et donc on a des tools, tu vois. Comment tu fais pour le vivre dans une boîte où tout le monde se retrouve à distance avec le Covid, tout le monde vit un peu des situations de détresse ou de difficultés personnelles, donc faut rassembler et rassembler à distance. Et en même temps, on fait une mue qui est, on passe de, on était tous plutôt en train de parler franco-français avec des franco-français dans une salle. Et là maintenant, on est tous à distance. On veut partager le knowledge. Knowledge is power. Donc, on veut écrire au maximum. On va faire plus d'asynchrone et on veut le faire en anglais. Et donc, on va aller chercher cette culture-là à travers plein de trucs. Tu vois, on a une manière de bosser qu'on a beaucoup réfléchi et qu'on a écrit pour le coup, qu'on a posé aussi sur papier, qui s'appelle The Way We Work. Et donc on parle beaucoup d'asynchrone. On fait ce qu'on appelle des lucky shoes, c'est le fait de pouvoir ouvrir poser des questions et ouvrir le process de décision à l'ensemble des équipes de la boîte, etc. sur des sujets importants. Dernier en date sur lequel on s'est posé beaucoup de questions, c'est ouvrir les grilles de salaire, les diffuser à tous, etc. Donc ça peut être des questions people, mais ou d'orga, mais pas que. Ça peut être des questions sur le product, ça peut être des questions sur la tech, etc. Donc des choix un peu forts, on va les confronter à tous. Et donc on a créé, tu vois, des process ou des moments ou des outils pour travailler cette culture plus décentralisée, plus plateforme, plus internationale, plus asynchrone. Mais il n'empêche que c'était une révolution absolue. Et donc comment tu fais pour faire en sorte de créer ça un peu en course en avant, tout en faisant attention aux anciens, aux gens, à la diversité, aux gens qui peuvent être seuls parfois chez eux, etc. Tellement de moving parts, parce que j'ai pas le mot en français, mais t'as tellement de trucs en même temps à gérer, quoi. C'est ça. Donc on s'est pris une vague, mais je pense comme toutes les boîtes. Mais après, elle était saine cette boîte et on s'est vachement répété avec. C'est ça que ça sert la culture. C'est-à-dire que tu es formalisé, que tu es défini ou pas, genre. Enfin, c'est un truc que je dis souvent aussi, tu vois. Culture, c'est très cool quand ça va bien. Mais là où t'es vraiment content de l'avoir, c'est quand ça va pas bien. C'est clair. Parce que tu peux exploser en vol, si t'as pas une culture qui est saine, si t'as pas des gens qui sont alignés, si tout le monde rame pas dans la même direction pour faire travailler sur la vague, justement, tu vois, pour rester dans la métaphore nautique. En fait, tu couler complètement, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, et tu vois, tout ce sujet, que c'est pas du tout juste un truc, on est content, on a mis des jolis mots catchy sur les murs, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai, et je pense que ça nous a un peu sauvés, ça nous a aidé à vivre ce truc, quoi, ce truc fou qui est pas terminé, mais qui est de complètement se réinventer. Et puis t'as plus la soupape, quoi. T'as plus, en fait, tu dois raccrocher à ça parce que t'as plus les moments ensemble, t'as plus le collectif qui se crée un peu naturellement, le fait d'aller boire des verres, d'aller boire des bières, une fois par semaine, ou d'organiser ces moments-là, tu les as plus. Donc comment tu fais? T'es obligé de réinventer des formats, donc je t'ai dit, on a tenté plein de trucs, il y a des trucs qui ont marché un peu, qui marchent plus, il y a des trucs qui ont très bien marché, on est un peu comme tout le monde, on a essayé plein de choses. C'est ce qu'il faut faire, de toute façon. C'est clair, entre les off-site à 100 personnes sur Discord là c'est le moment où tu te dis ok, il faut créer un moment ensemble, j'ai trop peur, ça va foirer, mais ok, fake it until you make it. J'annonce, je pose la date sur l'agenda et là tu te dis ok, tout le monde a reçu, qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est la merde. Et c'est un peu comme ça qu'on a en fait un peu l'audace, quoi, tu vois. Complètement. Et c'est que ça c'est un truc qui est assez fort chez nous aussi, c'est un peu, c'est le côté audacieux, tu vois, d'avoir envie d'être parfois un peu la locomotive et pas le dernier wagon. Et c'est valable sur les problématiques d'organisation, c'est valable sur le work from anywhere, le côté tu vois, le fait de pouvoir
bosser vraiment de là où tu veux et pas juste avec 1 milliard de sous-conditions, etc. Donc c'est des trucs qui sont un peu forts et en fait des fois on aime bien se faire mal, mais on aime bien aller chercher un peu la difficulté et être un peu jusqu'au boutiste et philosophique, et ça fait partie de la culture de la boîte. T'es audacieux, quoi. Exactement. Et alors du coup, ce serait quoi on va se mettre un peu à contribution, tu vois, pour les gens qui écoutent. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un dirigeant ou à un VP People, enfin en tout cas d'une boîte qui s'apprête à rentrer dans une phase d'hypercroissance, quoi. En tout cas, qui sait ce qu'ils veulent vivre, et ils veulent aller là, quoi. Ouais. Au fondateur, recruter un RH. Voilà. Ça c'est fait. Si je fais pas un peu de lobbying, c'est pas marrant. Non, et puis je dirais alors le paradoxe, c'est parce que c'est parce qu'on n'a pas tellement fait, mais de savoir se faire accompagner. Tu vois, d'aller chercher, de pas le vivre comme une forme d'échec. Soit dit en passant, ce que vous avez fait là, je sais pas si t'as des facilitateurs en interne, des designers, des trucs comme ça qui t'ont aidé à faire ça, mais j'ai rarement vu des workshops organisés aussi bien facilités, etc. Parce que c'est quand même un vrai métier, tu vois. Tu peux pas trop te lever le matin et te dire ça y est, on va faire un workshop à 100 personnes. Et franchement, on avait parlé effectivement, et vous l'avez voulu faire vous-même. Et en fait, tu vois, c'est honorable, etc. Et en fait, franchement, vous en êtes plutôt très bien sorti. Pour quelqu'un dont c'est le métier de faire ces workshops-là, tu vois. C'est plutôt très cool. Pourtant, c'est très difficile à faire seul, quoi. Ouais, clairement, je pense que c'était pas parfait, hein, évidemment. Ah, mais c'est jamais parfait, de toute façon. Et en fait, c'était un peu je t'avais dit, on savait pas trop jusqu'à quel point on le cadrait. Ouais. Et en fait, j'avais pris un conseil, pour le coup, d'un coach qui m'avait dit, j'avais parlé 10 minutes à un pote qui est coach, qui m'avait dit, c'est un moment de change et un moment de collectif autant que le reste. Donc accepte que ce soit le bordel. Et je lui avais dit ouais, mais nous c'est pas notre culture, nous on aime bien quand c'est propre, bien rangé. Et je lui avais dit moi je veux choisir les groupes, je veux pas que ce soit le bordel. Et il m'avait dit choisis les groupes si tu veux. En gros, mets les gens voilà. L'intention que t'as au départ en fait. Voilà, mais derrière accepte que ça va être, c'est le moment où les gens, il faut qu'ils trouvent qui est le lead dans l'équipe, il faut qu'ils s'engueulent, qu'ils trouvent pas leur salle, que machin, qu'ils se marrent et tout. Et c'était un excellent conseil. Si tu vois, on est tous un peu c'est une boîte, c'est un peu caricatural là encore, hein, mais on est quand même une boîte d'ingénieurs, c'est un peu contrôle fric, on aime bien quand c'est efficient, efficace, quand c'est écrit, quand c'est structuré, on aime bien le process. Et là, c'était pas une journée comme ça, mais c'était, je pense, une belle soupape de décompression, justement, donc c'était clairement le but. Et chacun dans ces groupes, sans qu'on, tu vois, on nomine ou qu'on dise c'est toi qu'il faut, un peu jouer, un rôle de facilitateur, et donc chacun s'est positionné. Et donc ça a roulé, quoi. Et je pense que tout le monde avait envie, en fait. Je pense qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de bienveillance, et ouais, tout le monde avait un peu envie. Tu vois, c'est intéressant cette problématique de se faire accompagner ou pas. Alors, là, du coup, c'est le moment où je te raconte un peu notre vie, tu vois. Mais c'est vrai que c'est souvent un retour que j'ai de non mais on va pas externaliser la culture. Ouais. Mais évidemment qu'on va pas externaliser la culture. Je veux dire, nous notre rôle c'est pas de venir te dire ouais ta culture elle est comme ça. Et maintenant c'est comme ça. Sûr. Et t'arrêtes pas. Non, en fait, si tu veux, comme tu disais justement, on est tous coachs, etc. Et c'est ça le job qu'on fait. Et le but c'est de te permettre de créer les conditions pour faire ce travail-là. Et c'est ça l'accompagnement en fait. C'est jamais venir te dire, c'est pas une approche consultant, tu vois. C'est jamais on va te dire, donc du coup je vais te faire un deck de 250 slides, ça va être très belle, tu vas le payer très très cher, et du coup maintenant ta culture elle est là, voilà, bonne journée. Tu vois, c'est pas du tout l'approche, quoi. Non, c'est clair. Mais c'est pour ça que je trouve que, en fait, d'avoir quelqu'un qui a une approche un peu qui va pas mettre toute la part d'émotionnel dedans, qui va regarder la chose de manière distanciée. Et des fois c'est ton RH, des fois c'est pas ton RH parce que t'en as pas ou t'as besoin de parce qu'il a le nez dedans. Parce qu'il peut être biaisé, exactement. Ouais, bien sûr, et on l'est tous. T'es littéralement dans une boîte, une entreprise, mais t'es aussi dans une boîte métaphorique, tu vois. Où des fois t'as besoin de pouvoir s'en sortir un peu, quoi. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter, tu vois. Et c'est pour ça que nous de plus en plus on fait appel à des coachs pour nous accompagner des groupes ou accompagner des individus, parce qu'on pense que c'est important, et qu'en fait des fois même il faut pas que ce soit quelqu'un d'interne, ça c'est encore un autre enjeu, mais après sur la posture du coach, etc., c'est encore un autre sujet. C'est encore autre chose, bien sûr. Mais du coup des fois t'as besoin que ce soit quelqu'un des fois ça fait du bien d'entendre les choses d'un advisor extérieur, et donc t'as besoin d'avoir quelqu'un qui a une vision un peu sans l'affect et l'émotionnel que tu peux avoir par rapport à ta boîte quand t'es founder, ou même le HR partner. Et du coup
qui va être capable de poser les bons modèles, tu vois, à chaque étape, de te dire, ok, tu vois, là, il faut que tu commences à structurer un peu ça, là, ok, ton recrutement, il faut que tu la joues comme ça, là, c'est normal, c'est le moment où tes anciens, ils sont pas contents, mais c'est pas grave, ça va aller, c'est parce que déjà, il faut que tu les laisses digérer, ensuite, il faut que tu leur trouves leur nouvelle place, et puis ensuite, il faut que tu arrives à leur expliquer que c'est pas parce qu'ils sont pas tous les nouveaux VP, que en gros il y a plus de place pour eux, et donc t'as vachement une logique de comprendre un peu les modèles, les formats, d'avoir un peu expérimenté des boîtes, du scale, pour te rendre compte que finalement il y a un peu des systémismes. Donc se faire accompagner pour ça, je trouve que c'est hyper puissant. Pareil pour la perf, pareil pour toutes ces choses-là, finalement la culture, tous ces trucs qui sont importants. Et puis un peu d'embrasser ça. Deuxième truc que je dirais, c'est justement de pas se faire des idées préconçues sur ce qu'est la culture, un peu de faire cet exercice de se connaître, de savoir qui on est, etc. De pas le faker, tu vois, de pas vouloir être la boîte à laquelle on a envie de ressembler, voilà. Et ça c'est un peu un défaut que tu peux avoir. Et une fois que t'as fait ça, d'embrasser le truc, c'est-à-dire de recruter. Tu peux avoir l'aspirationnel, mais faut être honnête, quoi. Ouais, faut être honnête. Et puis l'aspirationnel, il peut être. Enfin, tu vois, je te prends un exemple par exemple, si tu prends l'exemple de Rocket Internet, c'est une boîte qui a une culture, ou Netflix, tu vois. C'est des boîtes qui ont des cultures hyper fortes, hyper assumées et hyper clivantes. Rocket, encore un peu caricatural, mais tu vas parce que t'es junior, tu sais qu'on va te filer un costard trop grand pour toi, que tu vas avoir 70% des skills ou même moins, et qu'on va te filer une équipe de 30, ou un pays à ouvrir. Bon, c'est un tout petit peu moins vrai maintenant, mais c'était l'époque Rocket. Ouais, voilà. Okay. Tu vois, on va te filer un ownership énorme, et tu vas apprendre sur le tas, mais tu sais que c'est guerrier, tu sais que c'est dur, tu sais que tu peux sauter chaque jour, donc tu sais que ton rapport au risque il est plus fort, mais t'y vas parce que tu prends le coup d'accélérateur et que c'est la culture et que c'est guerrier, etc. Et donc en fait, Netflix pareil, tu vois, t'as des boîtes qui ont des cultures hyper fortes. Et en fait, une fois que tu sais, que t'as compris qui t'es, que tu l'assumes, que tu l'as formalisé, que tu l'embrasses, bah en fait recrute les bonnes personnes. Et c'est là que tu vois, en fait l'enjeu et la difficulté du recrutement dans des boîtes comme les nôtres, etc., d'aller vite et de recruter beaucoup et bien, évidemment c'est de recruter des personnes compétentes, mais ça c'est même plus un débat, et bien sûr il faut recruter, c'est mieux, mais c'est plutôt voilà, tu vas pas y arriver si tu prends pas des gens pas très bons tout le temps, c'est voilà. Mais donc ça c'est une évidence, mais en fait ce qui fait que souvent ça fit ou ça misfit et que les gens sont engagés dans la durée, c'est un peu ce fit aspirationnel. C'est est-ce que les gens s'y retrouvent à ce moment-là dans la culture de la boîte, sur ce momentum, sur ce rôle-là. Et après, quelque part, bah oui, la plupart du temps, t'as recruté des gens compétents, donc ça fonctionne, et puis ils sont smart, donc ils apprennent. Mais donc c'est la dissonance que tu peux avoir entre ta culture et les aspirations des gens et ce qu'ils sont qui peut faire beaucoup de dégâts. Et après ça ruisselle, tu vois, quand t'as pas des gens alignés, etc. Donc je dirais à la personne de mettre beaucoup d'énergie à définir ça. Pas hésiter à se faire accompagner si elle pense qu'elle peut pas le faire toute seule, parce que finalement c'est un truc qui est pas facile à prendre en main. Quelqu'un pour donner le cadre évidemment, et pas écrire qui on est, et ensuite l'embrasser, quoi, avec tous les trucs dirty, tous les trucs chouettes, voilà, et de trouver des gens qui collent à ce truc là, quoi. Ok. Voilà ce que je dirais. Génial. Bah, écoute, j'espère qu'ils seront beaucoup écoutés. Bon, je pense qu'on pourrait en parler encore pendant 3 heures. Ouais, probablement. Mais je crois qu'on peut pas, parce que tu vas peut-être avoir autre chose à faire de ta journée, et puis je pense que les gens vont mourir s'ils restent pendant 3h30 sur le podcast. Exactement. Si on peut aller prendre un café et terminer la conversation. Ouais. Très grave. Je pense que c'est ce qui va se passer, effectivement. C'est ça. Mais écoute, en tout cas, un énorme merci pour ça. C'était vraiment super. Avec je te plaisir. propose qu'on s'arrête là-dessus, sauf s'il y a une question que je t'ai pas posée ou un truc dont ça tu me va voulais bien parler. comme conclusion. C'est une chouette conclusion. C'était assez puissant comme conclusion, je trouve aussi. Ouais, ça me va. Bah écoute, merci beaucoup. Merci Vincent. Et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser une note et un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Mais surtout, vous pouvez partager cet épisode et l'envoyer à une personne à qui vous voulez du bien. Enfin, si cet épisode vous a fait réagir et que vous souhaitez discuter de votre culture et du développement de votre entreprise, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail à vincent@beharmonist.com. C'est vincent@b-harmoniste.com. C'est simple et c'est sympa. À bientôt pour un nouvel épisode.